record historique, plus de 40 000 $, 41 000 $ même tout à l'heure. Alors là, je sais que je vais me faire insulter par toute la communauté crypto qui nous suit, mais je le dis quand même parce qu'on parle à tout le monde, ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Le Bitcoin, c'est pour ceux qui sont prêts à y investir l'argent dont ils n'ont pas besoin. Ça, c'est le préalable. Nicolas, il y a quelques années, le Bitcoin, les crypto-monnaies, vous les abordiez avec beaucoup de prudence. C'était même presque persona non grata. Puis là, vous y revenez, ça vous intéresse même. C'est presque un coming out que vous allez nous faire aujourd'hui sur BFM Business. Les cryptos, pour vous, finalement, les cryptos, c'est important et il faut s'y intéresser. Oui. Alors j'ai décidé de ne pas mourir vieux et bête et de louper peut-être l'avenir. Tout simplement. Et c'était un choix cornélien. Effectivement, on peut revenir un petit peu dans le passé. Alors, je voudrais donner 2-3 points avant de commencer cette émission. Déjà, c'est une émission qu'on va faire toutes les semaines. Moi, je passerai toutes les 2 semaines. Et donc, je voulais simplement dire qu'on rentrera, si je puis dire, dans le dur sur certains sujets, peut-être sur certaines altcoins un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est un message un peu plus généraliste que j'avais envie de passer. Déjà, je voulais vous remercier, vous, Guillaume et BFM, pour lancer une telle émission après tout ce qu'on a pu entendre dans la presse, à la télé et à la radio comme bêtises sur le Bitcoin ces dernières semaines. Ça nous permettra de revenir sur les faits. J'aimerais aussi laisser entendre que le débat qu'on pourrait avoir avec vous ou avec Grégory, ce sera un débat dépassionné. Car aujourd'hui, sur les réseaux sociaux ou bien dans les vidéos, soit on est jeune, pro-crypto, 100% crypto-monnaie, soit on est vieux, ça vaut zéro et ça ne vaut rien et ce n'est pas l'avenir, c'est de l'hyperspéculation. Donc j'aimerais bien qu'on ait un peu un entre-deux. Ma petite expérience, en fait, c'est que en 2017, comme tous les analystes de marché, comme tous les spécialistes de la place, j'ai voulu laisser entendre que voilà, je n'allais pas foncer tête baissée sur un actif dont je ne savais pas ce qu'il valait vraiment, qui était en train de partir à la hausse dans un phénomène de bulle. D'ailleurs, j'avais fait une interview en décembre 2017 dans laquelle j'avais laissé entendre qu'on avait tous les phénomènes d'une bulle, c'est-à-dire des cours qui montent en parabolique, une ultra-médiatisation et une entrée des particuliers historiques avec des recherches records sur comment acheter du crypto avec ma carte bleue pour Noël 2017. Et vous disiez à l'époque, c'est une bulle. Et je disais, c'est une bulle, autrement elle dit, va éclater. Voilà, autrement dit, c'est éphémère. Vous avez le courage aujourd'hui de venir nous dire sur nos plateaux, je me suis trompé. Alors non. Non, j'ai laissé entendre que c'était une bulle, qu'elle devait exploser, ça a eu lieu. Le Bitcoin a perdu par la suite 80% de sa valeur. Simplement, c'est pas parce qu'un actif part en bulle que derrière, il ne va pas y avoir une deuxième vague. D'accord. Et en fait, si vous voulez, j'avais laissé entendre dans cette vidéo que c'est comme les valeurs du Nasdaq en 1999-2000. En 1999-2000, on a une bulle sur les valeurs technologiques. Les valeurs technologiques s'envolent, les ratios sont complètement fous. Et on aura mis 15 ans avant que certaines valeurs du Nasdaq ne retrouvent leur plus haut historique. Il y avait besoin d'un nettoyage des prix, d'un nettoyage du secteur, que certains dossiers échouent, que certaines altcoins disparaissent, et on avait besoin que ça se solidifie. Et c'est ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années. C'est grâce à des crypto-lovers, à des spécialistes comme Asher sur Internet, ou à des personnes comme Grégory, effectivement, que je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. Et quand on a eu ce crack en mars à 5 000 $, je me suis dit, c'est peut-être une opportunité pour enfin passer haussier sur cet actif si particulier qui a autant de potentiel. Et si je puis me permettre, c'est au moins la 5e bulle que le Bitcoin traverse. Donc voilà, il n'y en a pas eu qu'une. Effectivement, il a perdu 80%, 5 fois dans son existence. C'est cyclique. Et donc c'est tout simplement une particularité. Et là, quand vous voyez le Bitcoin à plus de 40 000 $ sur un nouveau plus historique, 41 000 $ même tout à l'heure, vous vous dites quoi? Vous vous dites, on est encore sur une bulle, une 6e bulle là, ou au contraire, cette fois-ci, vous dites le marché est suffisamment constitué pour poursuivre et peut-être constituer un pari solide? Alors j'aurais bien aimé que les cours montent moins vite, puisque quand on a su qu'on allait faire cette émission avec vous, on devait être autour des 20-25 000 $. On était en train de casser les plus hauts historiques. Pour ma part, j'ai annoncé dès le mois de novembre que je visais 30 000 $ sur le Bitcoin, parce que tout simplement, en termes d'analyse graphique, qui est ma spécialité, c'était l'actif de la planète le plus haussier de tous. C'est-à-dire une configuration haussière avec des plus bas de plus en plus haut, un actif qui, avec du volume et des entrées de particuliers et de professionnels, allait casser des plus hauts historique et n'avait donc plus aucun repère. Alors aujourd'hui, on passe à la télé, on est à 42 000 $ et j'ai pas envie de faire du court terme et dire qu'il faut en acheter ou pas en acheter, mais je voudrais en tous les cas féliciter
tous ceux qui, bec et ongles, se sont battus pour cette classe d'actifs l'ont défendu parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le début de sa pérennité. Et j'aimerais juste revenir sur une chose que vous avez dit au tout début de cette émission. On ne met pas sur le Bitcoin de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre, mais on pourrait le rappeler à chaque fois qu'on fait une émission sur le marché action, mon cher Guillaume. Tout à fait. Et on le fait en expliquant que les actions, c'est du long terme. Oui, effectivement. Et le Bitcoin, c'est du long terme. Le Bitcoin peut-être du long terme. Ah, mais là-dessus, bien évidemment. En fait, si vous voulez, beaucoup de gens parlent de la spéculation, de l'hypervolatilité, etc. Mais ça, c'est pour ceux qui font du trading. Moi, je ne suis absolument pas intéressé par le trading sur les cryptos, sur les altcoins, etc. Je comprends que l'on veuille diversifier son portefeuille. Et en fait, il y a quelque chose d'assez important que j'aimerais dire, c'est que ça fait des mois que je dis qu'on doit avoir des cryptos dans son portefeuille, mais on peut en avoir que 2-3%. Si demain, par le plus grand des hasards, quoi qu'il se passe, le Bitcoin valait 0, on va perdre 2 à 3% de son portefeuille. Donc c'est pas la fin du monde. Donc il faut tout simplement diversifier qu'une petite part de son épargne. Oui, mais on entend souvent, Grégory, que le Bitcoin repose pas, ne s'assoit pas sur des fondamentaux, que c'est une bulle, en effet, vous le disiez vous-même, il y en a eu 5, mais qu'il est une bulle, que c'est un simple outil de spéculation. Vous trouvez des raisons fondamentales à ce succès, à ces records en série, puis alors à une vitesse exponentielle du Bitcoin? Bah oui, tout simplement. En fait, on peut dire qu'il y a une croissance naturelle du nombre d'utilisateurs. Là, aujourd'hui, selon l'université de Cambridge, on dénombre à peu près 101 millions d'utilisateurs de crypto, qui ont un compte de crypto. C'est 3 fois plus qu'il y a 2 ans. Donc, il y a une croissance naturelle. 101 millions, ça fait un beau pays quand même. Oui. Ça pourrait être le 4e ou le 5e pays du monde. Donc, c'est important, oui. Et ça a échappé à personne, mais en 2020, les banques centrales ont largement ouvert les vannes pour financer les confinements, tout simplement la crise sanitaire. Et en fait, cette injection de liquidité, elle contribue peut-être à fragiliser la confiance qu'on peut avoir dans les monnaies traditionnelles. Donc, les gens qui imaginent que Bitcoin est de l'or numérique, et cette narrative existe, vont mettre une partie de leur épargne dedans, quoi. C'est très possible. Ceux qui imaginent ils imaginent ou ils se rendent compte que c'est de l'or? Tout dépend de votre perception, quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont persuadés que c'est déjà de l'or du numérique, des gens qui pensent que ça va le devenir. Il faut un peu de tout, quoi. Et il y a d'autres facteurs aussi qui favorisent cette hausse. C'est le fait qu'en 2020, il y a beaucoup d'institutionnels qui sont arrivés sur le marché. Par exemple, Grayscale, qui est un trust américain, qui est un peu le véhicule d'investissement préféré des investisseurs institutionnels pour s'exposer aux cryptos, a récolté plus de 20 milliards de dollars pour investir dans les cryptos. Là, aujourd'hui, on est même à 27 milliards de dollars. C'est extrêmement important. Et il y a aussi un autre facteur pour justifier cette hausse en 2020, c'est que certaines entreprises commencent en fait à utiliser une petite partie de leur trésorerie pour investir dans les cryptos. L'entreprise la plus symbolique, c'est MicroStrategy, qui est une entreprise cotée sur le Nasdaq. C'est un éditeur de logiciels professionnels. Ils ont investi 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars en 2020, et bon, aujourd'hui ça s'est transformé en plus de 2 milliards. Ouais. Donc ils ont mis ça dans le Bitcoin. Pourquoi ? Pour se protéger de la dévaluation en fait du dollar. Ça échappe à personne que le dollar a perdu 10% quasiment en 2020, donc pourquoi pas mettre une petite partie dans le Bitcoin, quoi. Et PayPal qui accepte désormais les paiements Bitcoin aussi, c'est l'un des tournants de l'année 2020. Oui, exactement. Là, ça a marqué une accélération d'ailleurs des cours. Il y a eu un impact PayPal sur Bitcoin. On ne sait pas encore combien de personnes exactement ont acheté du Bitcoin sur PayPal, mais par contre, c'est un catalyseur médiatique extrêmement important. Bitcoin, ce n'est plus du tout la monnaie du darknet, des terroristes, du crime organisé. C'est un actif comme un autre. Ça allait encore un peu. PayPal. Ça allait encore un peu, mais c'est pas une partie, bien sûr. Une partie. Non. Il faut arrêter avec ce débat. Aujourd'hui, on paye des terroristes, on paye sur le darknet, on fait des choses pas très claires avec de la monnaie, de l'euro ou du dollar. Aujourd'hui, les paiements dans le terrorisme, etc., avec le Bitcoin, c'est 0,12%. Exactement. C'est ridicule. Exactement. Donc, ce serait bien d'arrêter avec ces faux semblants. On ne sait pas ce que c'est, ça vaut 0, etc. Si je peux dire juste quelque chose, une monnaie, on lui donne une valeur parce que les gens ont confiance dedans. Aujourd'hui, l'euro a sa valeur alors que l'Europe est chancelante et qu'on continue d'imprimer de l'argent. J'ai pas particulièrement confiance en ça, simplement ça tient pour l'instant parce qu'il y a de la confiance derrière. Et qu'il y a une banque centrale. Ben oui, mais c'est bien de ne pas avoir de banque centrale, parce que vous savez, quand on a une banque centrale et qu'on a un dollar qui perd 10% en 2020, il perd 95% de sa valeur sur 100 ans, le dollar. Alors que le Bitcoin, lui, ne sera pas dévalué
on ne pourra pas en imprimer, on ne pourra pas faire pression vous dessus. Vous avez la foi des nouveaux convertis, Nicolas. L'énergie des nouveaux convertis. J'ai envie, si vous voulez, de pallier tout ce qui a été dit et tous les mensonges qui sont sortis dans les médias ces derniers temps sur le Bitcoin, qui étaient vraiment des discours de personnes qui n'ont pas creusé le sujet. Il viendra faire justice au Bitcoin. Justement, on a un auditeur manifestement tenté. On rappelle que c'est quand même de l'ultra-diversification. Un auditeur tenté qui nous demande où acheter du Bitcoin pour ne pas se faire arnaquer. Grégory. Alors pour acheter du Bitcoin, c'est très simple. En France, la régulation a mis en place le statut qu'on appelle PSAN, donc qui désigne les prestataires pour services d'actifs numériques. Certaines sociétés l'ont, il y a 7 en France l'ont, et 3 particulièrement s'adressent au grand public, et donc ces sociétés, c'est CoinHouse, Bitpanda et StackingSat. Et ces sociétés, l'AMF garantit qu'elles sont très sérieuses pour acheter vos premières cryptos. C'est pas risqué d'y laisser ces cryptos, on est d'accord? Non, c'est pas risqué. Bon. Et on considère qu'il faut quand même protéger soi-même ces cryptos. Il faut les acheter, les mettre sur ce qu'on appelle un hardware wallet, notamment construit par la start-up française Ledger. Et là, vous serez sûr qu'on ne vous les volera pas. Bon, il nous reste 20 secondes. Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose en 20 secondes? Non, essayez de... Alors, il n'y a pas que le Bitcoin, parce que je sais que la communauté va dire on n'a parlé que du Bitcoin, mais il est bête, il ne connaît pas les autres cryptos. Si, on les connaît, mais on ne peut pas parler de tout. On a beaucoup de temps devant nous, 52 semaines chaque année pour parler de ce Bitcoin. 52 rendez-vous donc. Le Bitcoin qui cote actuellement un peu plus de 40 000 $, mais il y a aussi l'Ethereum et puis beaucoup d'autres. Comment elles s'appellent les autres? J'avoue, je ne les connais pas toutes. Il y en a beaucoup d'autres, mais Litecoin, Tezos, il y en a plein. Vous en avez des centaines. Il y en a des milliers. On va apprendre à les découvrir tous ensemble. Merci, vous les connaissez par cœur. Vous allez nous les faire découvrir. Les pros des cryptos, c'est vous. Et donc, rendez-vous aux alentours de 16h35 chaque vendredi. Merci beaucoup à tous les deux. Grégory Raymond, 21 millions. Nicolas Chéron pour Zone Bourse.